Merci pour cette deuxième invitation donc, à présenter une conférence. Alors oui, effectivement, j'ai eu un parcours d'océanographe biologique, biologiste, spécialiste donc, des poissons, des anguillidés en particulier, mais aussi de la sclérochronologie. Alors qu'est-ce que c'est ce mot un peu barbare? Alors chronologie, c'est le temps, et scléro, c'est à partir des tissus durs. Donc c'est des écailles, des otolithes et des os de poissons. Alors, les otolithes sont des petites... ça, tout le monde a des otolithes là, dans la salle, ne vous inquiétez pas. Même les poissons, sauf que les poissons, ça fait des grosses pièces calcifiées comme c'est autour du cou, là, actuellement. Et ça grandit comme un tronc d'arbre, ça fait des cernes. Et donc, en comptant les cernes, on peut avoir donc, l'âge du poisson. Donc, on fait la même chose sur les écailles et aussi sur les os des poissons. Donc, voilà. On va commencer. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de poissons, quoique vous allez en voir quelques-uns. Je vais surtout vous parler de lagunes. Alors, tout d'abord... Ah non, c'est pas ça, c'est l'autre. Ça ne marche pas. On ne l'a pas allumé, je crois. Ah si, il est sur... Pour la bosser, c'est celui-là là-bas. Ah ça marche. Donc on va parler des lagunes entre mer, monts et vermeil. Un vilain jeu de mots. Les lagunes, donc un écosystème méconnu, mais estimé et menacé. Alors les lagunes, vous passez devant assez souvent, que ce soit Canet, Sals-le-Cat, la Palme, c'est un peu dégagé des voies, des autoroutes et des nationales. Donc vous devez vous dire, mais c'est quoi ces blancs d'eau? C'est un peu coloré, c'est vrai que les eaux ne sont pas très propres, très claires. Donc les gens hésitent à aller se promener autour de ces lagunes. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a plein de choses, et j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous serez convaincus et que vous aurez envie d'aller vous promener autour des lagunes. Alors, je ne vous apprends rien, nous sommes dans le golfe du Lion. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, ça commence. Nous sommes donc ici dans le golfe du Lion, dans la Méditerranée. Méditerranée occidentale, Méditerranée orientale. Donc nous, le golfe du Lion est ici situé. Alors, notre côte méditerranéenne s'étend donc de la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne, 1035 km de linéaire côtier. Deux régions, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, 7 départements. Donc nous avons les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. On a une partie concave, c'est le golfe du Lion, et une partie convexe, la Côte d'Azur. Alors le golfe du Lion, vous le trouverez écrit de différentes façons. Lion comme le lion qui rugit, ou alors Lion avec un Y. Vous allez voir ça dans les prochaines diapositives. En fait, le golfe du Lion, donc, c'est le golfe gaulois, le sinus gallicus, donc, qui se situe entre le cap Crémous et puis le cap Couronne, qui se situe à peu près par là. Alors, le golfe du Lion, comme vous le voyez là, a un plateau continental très large, et puis on descend vers les profondeurs par les canyons. Donc voilà les différentes appellations du golfe du Lion. Là, vous le voyez écrit avec un Y, golfe de Lyon. Ça n'a rien à voir avec la ville de Lyon, évidemment. Donc, certains se sont penchés sur pourquoi ça s'appelait Lyon, ça s'écrivait comme ça avec un Y. Alors, ça viendrait de la mer Égistique, qui était donc depuis le golfe de Gênes jusqu'aux Pyrénées. Et ça viendrait donc de Ligistique, Lygion, les Lygiens, les Liguriens en fait. Et on retrouve ça dans la racine grecque que vous avez ici pour ceux qui vivent
lise le grès. Alors, nos milieux littoraux méditerranéens, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, se situent donc entre la mer, les monts et Vermeil. Alors, là vous avez les Pyrénées qui descendent, c'est les Alpes, le Canigou, ici les Corbières, la mer, et vous avez donc ces milieux littoraux qui sont vraiment coincés entre le continent et la mer Méditerranée. Alors ce golfe du Lion est très plat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un vaste plateau. Les plus grandes profondeurs se situent donc ici en bordure et on a à peu près 100 mètres, mais ça descend très vite. Alors ceci est important à se souvenir, c'est quand même quelque chose de très plat, qui borde le continent. Alors ce golfe du Lion a des caractéristiques vraiment très particulières. D'abord, il est c'est l'autre. Ah, à chaque fois je me trompe, excusez-moi. Il faut que je revienne en arrière. Voilà. Tout d'abord, il subit deux vents, hein, vous les connaissez, le Mistral et la Tramontane. Il y a un large courant, le courant liguro-provençal, qui le traverse. Il y a aussi différentes zones qui correspondent ici à des upwelling, donc des remontées d'eau froide depuis le fond, et puis des zones où ici on va avoir de l'eau profonde qui va être fabriquée et qui va redescendre par les canyons dans le courant liguro-provençal. Alors c'est important de se souvenir qu'il y a des vents très forts, très puissants, Mistral et surtout ici, nous dans notre région, la Tramontane. Il y a des rivières aussi qui s'écoulent vers le golfe du Lion. Donc les nôtres ici, la Tête et la Grie, un peu plus au nord, l'Aude, l'Orne et l'Hérault, et puis bien sûr il y a le Rhône. Le Rhône est le fleuve le plus puissant et celui qui va avoir un débit le plus important donc dans la région. Hein, comme vous le voyez ici, les valeurs sont très fortes par rapport par exemple au Tech. Ça c'est l'eau. Et ici, vous avez les sédiments qui sont transportés par le Rhône. C'est important aussi, comme vous allez le voir maintenant. En effet, le Rhône donc, va avoir deux écoulements par le Grand Rhône et le Petit Rhône. Ah, c'est vrai. Là, j'ai rien fait. Hein. Deux écoulements en mer, et vous voyez donc ces panaches de sédiments, hein, d'alluvions, qui coulent vers la Méditerranée, qui sont déviés par la force de Coriolis, hein, par la rotation de la Terre, et puis qui vont être entraînés par le courant liguro-provençal. Alors, ce plateau continental très plat, au moment des mouvements marins, hein, il y a eu beaucoup de transgressions, de régressions au cours des temps, beaucoup de sable, de sédiments ont été apportés, plus ceux du Rhône. Cela a fait tout un panache qui a construit donc des cordons littoraux depuis la Camargue jusqu'aux Pyrénées. Et ces cordons littoraux se sont accrochés grâce à des pitons rocheux comme le Cap d'Agde volcanique, le Cap Leucate qui est calcaire et les Pyrénées ici au sud. Donc ceci fait un bon ancrage de tout ce sable et de tous ces sédiments qui arrivent. Les lagunes, donc ces milieux qui sont entre le continent et la mer, on les appelle aussi le domaine paralique. Alors ça vient de à côté, para, et alos, le sel. Donc effectivement, ils sont entre l'eau douce et l'eau de mer. Ce sont des plans d'eau, comme on va les appeler plus tard, saumâtres. Donc vous avez ici tout un chapelet de lagunes. Alors 22 lagunes dans la région Languedoc-Roussillon, c'est 2% du territoire régional, c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même des écosystèmes importants. La production organique de ces plans d'eau est très très importante, bien plus importante que celle en mer. La profondeur de ces lagunes est faible, hein, ça va de 50 cm jusqu'à 1,50 m en l'étang d'eau. Et puis ces lagunes font partie de zones de protection totalement différentes. Il y a des protections spéciales, des sites d'intérêt communautaire.
Ce sont des sites Natura 2000 pour la plupart, des Ramsar, des SNIEF, donc d'intérêt écologique, faunistique et floristique, des ICO pour les oiseaux. Et puis il y a le parc naturel régional de la Narbonnaise qui va inclure les lagunes autour de Narbonne, c'est-à-dire Bages, Sigean et Gruissant, et la Palme. Et puis bien sûr, toutes ces lagunes sont bordées par le parc marin du golfe du Lion. Mais elles n'en font pas partie. Elles ne font pas partie du parc marin. Ces lagunes sont suivies pour différentes raisons. En particulier, à Thau comme à Leucate, il y a de l'ostréiculture. Donc il faut des suivis à la fois phytoplanctoniques, de l'eau, de savoir si l'eau est bonne et valable pour continuer à faire de l'ostréiculture, les contaminants chimiques. Donc tous ces réseaux de suivi là sont vraiment très importants et sont faits plusieurs fois par an. Généralement, c'est par l'Ifremer. Alors maintenant, regardons les lagunes depuis la Camargue. La Camargue n'en fait pas partie. La Camargue, c'est un delta. C'est deltaïque. Donc nous, on va s'intéresser aux autres. Donc vous voyez, depuis le premier, là, les Palavasiens, jusqu'à ici en rouge, ceux qui sont plus proches de chez nous, on a donc en gros 30 000 hectares. Et vous voyez qu'on a trois grands étangs, trois grandes lagunes. On a Thau, c'est le plus grand. Après, les étangs du Narbonnais, c'est-à-dire Bages-Sigean avec 3700 hectares. Et ici, donc plus proche de chez nous, Sas-le-Cap. Les autres lagunes, vous voyez, sont quand même de faible superficie. Nous nous intéresserons tout particulièrement donc à ceci, plus Bages-Sigean. C'est-à-dire Canet-Saint-Nazaire, du sud au nord, Canet-Saint-Nazaire, Sas-le-Cap, La Palme et Bages-Sigean. Alors, les vents, je vous l'ai dit, c'est vraiment très important dans notre région, en particulier donc la tramontane et son opposé, les vents marins de sud-sud-est. Alors ils font même partie de l'histoire du golfe du Lion, puisque, soi-disant, le rugissement de la mer engloutirait les navigateurs surpris par les tempêtes, d'où le golfe du Lion. Alors vous voyez ce que ça donne avec un vent à 130 km/h. Alors c'est pas truqué, c'est pas truqué du tout. Ici c'est le Doubs, et ça c'est la falaise. Et donc là, vous voyez, s'il n'y avait pas de vent, on tomberait. Il est à 45 degrés. C'est mon époux. J'aurais pu le pousser. Alors que se passe-t-il avec ces vents violents? Eh bien, il y a des courants sortants depuis les lagunes, parce que c'est quasiment orienté dans le même sens. Vous allez voir ça tout de suite. Alors là, c'est partant calme. Vous êtes au Cap Leucate, vous avez donc la lagune ici, la mer, au fond des montagnes, le cordon littoral, ça c'est partant calme. Et voilà ce qui se passe avec la tramontane. Comme les chenaux, les gros sont pratiquement dans le sens du vent, eh bien vous avez sorti donc, de ces eaux un peu brunâtres, marronasses depuis la lagune, et en mer vous avez des gros panaches. Donc en fait l'étang vient alimenter un peu la mer toute proche. Donc ça c'est vraiment bien visible quand il y a une grosse tramontane. Donc nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et s'intéresser à ces lagunes qui sont proches de chez nous. Les Bages-Sigean, là, à côté de Narbonne, La Palme, Sas-le-Cap et le Petit Canet. Alors, comment fonctionne une lagune? C'est un vaste plan d'eau saumâtre, de faible profondeur, donc coincé entre la mer et le continent. Il y a quand même des échanges
des échanges avec la mer par des chenaux qu'on appelle des gros. Donc vous avez la lagune en vert et ici la mer en bleu. Et entre les deux, le lido, c'est le cordon sableux entre les deux. Alors cette faible épaisseur de la masse d'eau fait qu'il y a une faible inertie en fait de l'ensemble, ce qui va créer une instabilité dans les caractères physico-chimiques, à la fois dans l'espace et surtout dans le temps. Alors ici, par exemple, là, je mesure la salinité et la température de l'eau, et on peut voir que au cours de l'année, eh bien, la ligne bleue, c'est la lagune, ça suit parfaitement la température de l'air. C'est-à-dire qu'on va avoir des eaux fraîches, froides, d'octobre à mars, et des eaux chaudes entre les deux, donc pendant la période estivale. Ces eaux peuvent être très très chaudes et dépasser les 30 degrés. Donc 30 degrés dans le glossomètre, c'est quand même assez important. Mais elles peuvent être aussi très très froides. Hein. Souvenez-vous, dans les années 85, 86, 87, où on a eu vraiment des gros froids, des grosses périodes de froid, eh bien les lagunes avaient gelé. Ici on est au Barcarès, hein, il faisait moins 20 degrés. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de poissons sont morts pendant ces épisodes de froid intense. Alors quel est le bilan hydrique de ces lagunes ? Eh bien, il y a des échanges entre la mer et la lagune, et des échanges entre le continent et la lagune. Alors, vous avez des échanges par le gros, hein, l'eau de mer va entrer, sortir, en fonction des marées, aussi en fonction du vent. Bon, les marées sont très faibles, mais elles existent quand même. Et puis, sur le bassin versant, c'est-à-dire le continent, ben, vous avez les petites rivières, les eaux souterraines, les eaux karstiques, et puis la pluie quand il pleut. Et l'été, quand il fait très chaud, qu'il n'y a pas de vent, il y a une très forte évaporation. Donc, qui dit très forte évaporation, c'est-à-dire augmentation de la salinité dans le plan d'eau. Le vent, maintenant, va jouer aussi là un rôle assez important. Donc ici, vous êtes les Corbières à l'ouest, et là, vous êtes à Port-le-Cap. La tramontane se lève très fort. Elle va créer un courant qui va aller donc frapper en fait le lido, hein, le cordon sableux. Et puis un contre-courant va s'installer, bien sûr, puisque la nature a horreur du vide. Donc il y a aussi une légère pente qui va s'instaurer sur la lagune. C'est-à-dire que si vous êtes ici, vous aurez moins d'eau que si vous êtes par ici, à l'est. Alors les vagues créées par ce fort vent vont venir frapper le lido, enlever des sédiments, des graviers, du sable, des sédiments fins. Ces sédiments vont, par le contre-courant, repartir. Les grossiers vont rester tout près du lido, mais les plus fins vont venir s'accumuler ici au pied des Corbières. Et voilà ce que ça donne. Tout ça, là, c'est à cause de la tramontane. Là, ici, on est au-dessus de Fantestramar. Et vous avez donc tous ces sédiments fins qui ont été arrachés ici, là, au lido, qui est juste en face. Alors, bien sûr, ces échanges d'eau apportent aussi des nutriments, hein, que ce soit des éléments minéraux et des éléments organiques, à la fois par les apports de la mer et par le ruissellement, les apports donc, des rivières du bassin versant. Ceci donc va contribuer à alimenter la chaîne alimentaire. Alors, la dynamique de la lagune va dépendre de sa température, de la salinité, du vent, vous avez vu que c'était important, la teneur en sel nutritif, mais c'est un milieu qui est riche. Alors maintenant, installez-vous bien, on va remonter le temps. Alors, le littoral n'a pas toujours eu la physionomie ou l'allure qu'il a actuellement. Il a beaucoup évolué au cours du temps. Déjà, ça commence très très loin de nous, la crise messinienne. Donc, la Méditerranée s'est asséchée.
Puis ensuite, petit à petit, au Pliocène, donc on est ici, le niveau marin, ça remonte. Le détroit de Gibraltar envoie de l'eau dans la mer Méditerranée, la mer en remonte. Et puis on arrive donc au Quaternaire, où là, il y a plusieurs mouvements, des régressions, des transgressions. Et c'est pendant toute cette période que va donc s'effectuer, se construire le cordon littoral. En fait, le Quaternaire, donc, c'est tout près de nous, si on peut parler ainsi, ce qui fait que les lagunes sont des plans d'eau relativement jeunes. Donc si on reprend ici plus en détail, donc on a toujours notre crise messinienne ici, on arrive à l'Holocène et hop, on est pratiquement dans ce qu'on connaît actuellement. On a donc formation des cordons littoraux, et puis, vous voyez, l'Antiquité, Moyen-Âge, etc. Et là, ça va encore bouger. Certaines lagunes vont se combler, d'autres vont rester telles qu'elles sont. Et je vais vous montrer un peu maintenant ce qui se passe. Voilà, au Pliocène. En bleu, c'était la ligne du rivage. En pointillé, c'est ce qui est actuel. Moins 6000 ans. Vous voyez, ça a déjà bien avancé. Et voilà, on est presque arrivé à notre 400 ans avant Jésus-Christ. Et maintenant, voilà, on a ce rivage. Alors imaginez maintenant que la mer monte par réchauffement climatique, on se retrouverait avec toute cette partie-là sous l'eau. Alors que là où c'est le plus visible et le plus, disons, on a beaucoup de documents qui le montrent, c'est à Narbonne. La ville de Narbonne, ici, était un port. Donc les bateaux qui arrivaient du sud de l'Espagne traversaient, ici, arrivaient à Narbonne, le port. Vous voyez que les îles, Sainte-Lucie, etc., n'étaient pas encore reliées par un cordon littoral. Donc ça, c'est avant l'ère chrétienne. Voilà, le port de Narbonne, avec le lac marin. C'était donc pas un lac, mais c'était l'arrivée donc depuis la mer. Ce qui maintenant va être la lagune de Sigean. Ça, c'était l'Aude, la Taxe. Et voilà, et vous avez ici donc Narbonne, vraiment un port. Et dans le musée de Narbonne, le Narbovia, c'est très bien documenté. Donc vous voyez, comme ça a évolué, là aussi, 6e siècle avant Jésus-Christ, on est toujours, Narbonne est toujours au bord de la mer, et puis petit à petit, le cordon littoral qui se forme, amené donc par les transgressions, par tout ce qui est sur le plateau continental, et par le Rhône qui se situerait par ici, et par le courant liguro-provençal. Et donc, la lagune de Sigean se forme. Voilà, et Narbonne, Narbonne est dans les terres. La même chose se passe pour Sens-le-Cap, à savoir que là aussi, vous avez. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, pardon. Vous avez donc ici le Cap-le-Cat, qui était une île, toujours une île, et puis petit à petit, cette île, par formation du cordon littoral, va se retrouver rattachée à la fois par le nord et par le sud. Et donc maintenant, le Cap-le-Cat, ce n'est plus une île. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ça a évolué aussi très très récemment. 1963, la Grande Révolution. Là, vous le connaissez, vous étiez là, vous le connaissez ce qui s'est passé. Il y avait les plus belles plages de France, mais elles étaient à l'abandon. Et c'est la touristification, un très joli mot, du littoral. C'est l'opération Nouvelle-Floride. Alors dans le métro, il y avait des grands panneaux. À l'époque, j'étais petite, j'allais au lycée. Il y avait des très grands panneaux et je regardais ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je ne pensais pas qu'un jour je serais venue.
Alors ça a commencé en fait en 1959, on s'est dit quand même il faut faire quelque chose là du côté du sud, avec ces belles plages, pour retenir les touristes qui partaient en Espagne. Et donc bon, ils ont commencé à faire à acheter des terrains, mais surtout il ne fallait pas le dire parce qu'ils avaient peur, à l'époque le gouvernement avait peur de spéculation, donc c'est resté un peu dans les tiroirs jusqu'en 1963. Et en 1963, on a rendu public en fait cette grande idée d'aménager tout le littoral du Languedoc-Roussillon. Alors voilà, le plan directeur a été fait. 6 unités touristiques séparées par des zones vertes. Et ça, c'était sous la houlette donc, de 5 grands ministères, plus le commissariat général au plan et le préfet de région. Alors la mission s'appelle la mission Racine, du nom de son responsable, Pierre Racine. Donc on va aménager toutes les côtes, là, depuis Saint-Cyprien. En fait, non, j'ai même vu sur une image récemment, là, que même depuis la baie de Poly, c'était prévu jusqu'à la Camargue, jusqu'à la Grande Motte. Alors on va créer des nouvelles stations touristiques. Ah, ça, je trouve ça magnifique. Oui, Silence de Poly, elle faisait partie du plan. Alors vous avez Concorde qui arrive, déversant tous ces touristes. Bon, je n'ai pas trouvé l'aéroport, mais enfin il doit bien avoir un aéroport par là. Et puis, voilà, toutes les nouvelles stations, et puis la Grande Motte. Et donc vous avez les lagunes, là, hop, ici, qui vont participer à cet aménagement. Alors nous, ce qui nous concerne, on va avoir donc Saint-Cyprien qui va s'agrandir, le Barcarès, le Cap qui va être créé, la station du Barcarès, plus au nord Brissan, le Cap d'Agde, etc. C'est la grande révolution. Alors il y a plein d'architectes qui vont participer à cette aventure. Et donc, par exemple, pour le Cap Barcarès, ça va être Georges Cantilis. Voilà, et Jean Balladur pour la Grande Motte. Alors c'est très futuriste, hein. Vous avez donc des marines un peu dans l'eau. Donc vous arrivez en voiture, vous garez votre voiture ici, et puis vous avez vos petites maisons tout autour. Donc ça c'était prévu pour les lagunes de Salles-de-Cat, et puis pour la Grande Motte, ce sont les pyramides, les grands immeubles que vous connaissez. Alors excusez-moi, cette image n'est pas très jolie, mais en fait vous avez donc les stations touristiques et séparées. Donc c'était important à l'époque, on parlait pas d'écologie, mais on y pensait déjà. Et donc il y avait donc des zones vertes entre chaque unité touristique. Alors voilà, Racine, hein, c'est une image de l'époque, hein, vous reconnaissez la 4L, la DS, et puis le gendarme, là, maintenant on ne les voit plus comme ça. Hein. Même le général de Gaulle est venu au Barcarès pour visiter les nouvelles installations. Alors au départ, Pierre Racine pensait que c'était une mission impossible. Effectivement, aménager toute cette longueur de côte, c'était pas évident. Donc il a écrit un petit pamphlet, Mission impossible. Alors mission impossible, pourquoi? Parce que bon, c'est très ensoleillé, c'est très beau, mais il y a beaucoup de vent. Et c'est inhospitalier. Cette côte de sable fin, quand il y a du vent, on n'aime pas trop y rester, ça fait mal aux jambes, le sable qui fouette. Et puis, pendant des siècles, il y a eu des fièvres à cause des marécages. Les fièvres qui, bon, elles ont disparu, mais il restait quand même quelque chose de très important. C'était les moustiques. Enfin, il y en avait des moustiques. Alors la première opération, hein, ça a été d'enlever tous ces moustiques. Cet ennemi public numéro 1. Alors là, à pied, à cheval, à vélo, en voiture et en avion, on a déversé beaucoup de produits. Hein, parce que, comme vous le savez, les moustiques ont besoin d'une phase aqueuse d'eau pour pouvoir se développer. Et après, ils viennent vous piquer. Donc on a déversé beaucoup de DDT.
Ce lait d'été, hélas, on le retrouve encore actuellement, à la fois sous sa forme primaire, c'est-à-dire lait d'été, mais aussi sous les formes de décomposition. On le trouve dans le sédiment. On a essayé de faire la lutte biologique avec des petits poissons, les gambusies qui sont très très avides de larves de moustiques. Vous voyez ici son gros ventre, ils bien manger les larves de moustiques. Bon, ces petites gambusies, ma foi, font ce qu'elles peuvent, mais contre les moustiques, hein, surtout maintenant avec les nouveaux moustiques qui arrivent, je pense qu'elles ne peuvent pas grand-chose. La deuxième opération, une fois qu'on a éradiqué les moustiques, enfin ou presque, ben, ça va être les travaux d'équipement. Il va falloir creuser, combler les zones marécageuses, faire venir l'électricité, l'eau, construire des routes. Et donc c'est tous ces architectes-là qui vont se pencher sur toutes ces données-là qu'il faut vraiment faire. Tous ces travaux d'équipement sont quand même importants si on veut faire des nouvelles villes, des nouveaux sites touristiques. Alors oui, voilà, là c'est intéressant, on remonte le temps, vous voyez. Ici, donc, c'est dans les années, j'ai trouvé ça sur le site Remonter le temps. Donc, ce sont des photographies qui sont prises entre 45 et 65. La date n'est peut-être pas 45 ni 65, c'est entre les deux. Donc voilà, c'est la grande mode. Donc il y avait un petit gros là qui permettait d'accéder aux zones marécageuses ici. Puis on voyait qu'il y a quand même des champs derrière. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc le gros, c'est maintenant le port. Et puis la ville nouvelle là, qui est installée derrière. Avec les routes, là il n'y avait pas de route, voilà, il y a une très jolie route. Là c'est le canal. Hein. Alors les routes, les dernières construites, ça a été par chez nous, hein, ça a été l'autoroute A9, qui a été terminée, je crois, dans les années 78-80. Et puis la littorale, donc, qui part le long de Sas-le-Cat depuis Canet. Et enfin, le désert français, hein, ces plages désertiques, inhospitalières, c'est devenu la Nouvelle-Floride. Bon, c'est pas très joli, mais bon, on passe, c'est pas joli. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la lagune de Sas-le-Cat. Vous allez voir pourquoi. Alors, cette lagune est séparée administrativement en deux bassins. Le bassin nord de Leucate, qui est dans l'Aude, et le bassin sud, qui est dans les Pyrénées-Orientales. Alors, elle mesure à peu près 4500 hectares et son bassin versant est 36 fois la superficie de la lagune. Donc vous voyez, il y a deux administrations, l'Aude et les PO. Donc ceci peut générer des conflits. En 1958, il n'y a qu'un seul gros. C'est un seul chenal qui alimente le bassin. C'est le gros de Leucate qui est actuellement le gros des conchyliculteurs. Les autres gros étaient intermittents, c'est-à-dire qu'ils ne s'ouvraient et ils se fermaient qu'en fonction du vent. Avec l'aménagement du littoral, puisqu'on construit des nouvelles cités touristiques, on va creuser un gros ici au sud, le gros du Barcarès, aussi appelé Gros Saint-Ange, et on va en faire un complètement là, au nord, le gros de Port-Leucate, c'est vraiment le plus grand, le plus long. Le gros des conchyliculteurs, lui aussi, va être réaménagé. Donc vous voyez, on avait une petite ouverture, on en a maintenant 3. 3 qui sont quand même relativement importantes, hein, puisque vous voyez celui de Leucate mesure 3000 mètres, 3 km. Il est relativement large et profond. Celui de Leucate des conchyliculteurs est toujours resté à peu près dans ces mêmes dimensions. Et Saint-Ange, la Saint-Ange, lui aussi est très grand, 2 km et relativement profond, 2 mètres. Alors voilà, donc ça c'était le port Leucate avant l'aménagement. Et ça, donc c'était le gros de Leucate aussi des conchyliculteurs. Et voilà ce que ça a donné. Ben, ça c'est le gros des ostréiculteurs. Hein. Et vous avez ici les petites maisons, on appelle ça des masses, dans lesquelles ils nettoient, ils préparent les huîtres.
et puis ils vont sur la lagune avec leur bateau à fond. Ça c'est le gros donc, des ostréiculteurs. 1942, donc là vous voyez c'est le 4, il n'y a rien, et puis maintenant voilà le grand port qui a été creusé. Et ça, c'est le sud. Alors, c'est toujours le 4, pardon. Donc, vue de la mer. Donc, vous avez l'entrée, là. Ici, la ville de Port-le-4, le pont de la Courrèges. Et hop, vous arrivez dans la lagune. Le Barcarès, c'est idem. Hein. On avait un gros qui, de temps en temps, s'ouvrait. Donc, il y avait un petit pont. Et puis il y avait le village ici qui était vraiment très très petit, le village du Barcarès. Et voilà, donc pendant les travaux, on commence à construire le gros, ici l'avant-port, et puis hop, pour aller dans la lagune. Et ici, donc toute cette zone-là, marécageuse, a été asséchée. Un grand pont a été construit pour traverser. Et voilà ce que ça donne actuellement. Donc vous avez l'entrée, le port, l'arrière-port et puis le zigzag qui amène jusqu'à la lagune. Donc vous voyez que tous ces aménagements ont perturbé en fait le plan d'eau. D'une lagune saumâtre, eh bien ça s'est vraiment transformé. Pourquoi ? Parce que trois ouvertures font qu'il y a plus d'eau de mer qui rentre que d'eau douce qui arrive par les petits ruisseaux et puis les infiltrations souterraines et les sources d'eau Font-Estrama et Fondam, les sources karstiques. Effectivement, jusqu'à la date de l'ouverture, pendant toute la durée des travaux, on a vu la salinité qui augmentait et maintenant elle se stabilise pratiquement au niveau de celle de la mer, voire des fois même bien plus haute que celle de la mer. Donc la salinité a augmenté terriblement depuis l'ouverture des gros. Et donc maintenant, dans les affiches publicitaires, vous avez ce terme lac marin. La lagune est marinisée, c'est devenu un lac marin. Alors partons à la découverte de ce lac marin. Ce lac marin donc, est entouré d'une plaine alluviale, la plaine de la Salanque, un lit d'eau sableux et des corbières calcaires et le plateau de Leucate qui est aussi calcaire. Ça, c'est les profondeurs. Il n'est pas très profond. Bon, ici, on doit avoir au maximum 3 mètres, et ici aussi. Et au milieu, comme par hasard, juste à la limite de l'Aude et des Pyrénées, vous avez des hauts fonds, avec un îlot ici, l'îlot d'Arascas. Et donc ces hauts fonds séparent bien la lagune en 2 bassins vraiment différents, qui vont être vraiment différents l'un de l'autre. Alors voilà les profondeurs, vous voyez, plus c'est bleu, plus c'est profond. C'est pas très très profond, on arrive à 2,53 m, et ici quand même vous avez une large partie de la lagune qui est vraiment très très peu profonde, en dessous du mètre. Et cet îlot de l'Arascas, donc en plein milieu, qui délimite le bassin nord du bassin sud. Alors, la lagune est alimentée par des différentes petites rivières, mais vous savez comment sont les rivières ici, elles ne coulent que quand il pleut. Donc pour l'eau douce, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent dans la lagune. Il en arrive par les sources de Salses. Il y en a aussi ici vers le 4, et puis c'est surtout l'eau de mer qui entre dans la lagune. Voilà, ici donc à nouveau les sources, 3 mètres cubes seconde, un débit moyen. Et puis vous avez des sources ici par infiltration souterraine et les sources de phyto ici qui sont très très faibles. Alors les sources dont je vous parle, la Font-Estrama et Fondam, donc ça provient du relief karstique qui se trouve donc les corbières.
Et donc ça a été formé quand il y a eu tous ces mouvements d'assèchement, de remise en eau. Et voilà, donc vous avez Fondam et Font-Estramar qui sont les résurgences karstiques qui sont les plus belles. Au moins Font-Estramar, Fondam est plus diffuse. Donc Font-Estramar, voilà, ça a été formé il y a très longtemps, 5 millions d'années en gros, quand la mer était au plus bas. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui, c'est très beau, la vasque, de l'eau très claire, très limpide. Alors ici vous avez l'entrée en fait du karst, de tout ce qui se passe derrière. Martel, Cousteau et bien d'autres ont visité cette source de Font-Estramar. Hélas, énormément de gens y ont péri, les spéléologues, parce que les galeries sont très profondes. Vous arrivez jusqu'à quand même moins 250 mètres à peu près, et vous avez 3 km de long de galeries. Alors, cette source s'écoule dans la lagune à longueur d'année et au milieu, juste au niveau donc, de la lagune, vous avez une pisciculture de bar qui est installée. Alors, l'eau est relativement constante en température tout au long de l'année et relativement constante aussi en salinité. Mais ce n'est pas la salinité de la mer, c'est la salinité parce qu'elle passe sur un dôme de sel, donc c'est plutôt du sel de potasse, pas de mer. Et ça se mélange. Alors vous avez un très beau livre, là, Les fontaines poissonneuses de Sals, qui vous explique comment c'est devenu des fontaines à poissons, enfin de ces fontaines à poissons sont devenues des piscicultures. Il y en a une aussi sur Fondam. Autrefois, donc bien avant que ce soit des piscicultures, c'était des réserves de chasse. Il y avait énormément d'oiseaux, et donc on faisait des battues de sarcelles, je crois, des trucs comme ça. Et donc dans les sources, vous trouvez des mulets, des muges, et puis des bars. Et maintenant des ragondins. Enfin, je ne sais pas si... Alors, cet écosystème, donc, est méconnu, comme je vous le disais, mésestimé parce que, la couleur n'est pas terrible. Ça sent aussi une odeur très particulière, de dégradation d'herbes, d'algues. Donc, les gens n'aiment pas trop s'approcher, mais pourtant, c'est un patrimoine exceptionnel, vous allez voir. Alors, les paysages côté mer, ça c'est côté terre ou côté mer, comme on veut. Ici, c'est le cap Leucate. Avec ici la Franquie et le gros de la Palme, l'étang de la Palme qui est derrière. Et donc voici le plateau de Leucate. Le voilà vu de l'autre côté, avec le sémaphore, et puis la plagette là, de Leucate. Le gros des conchiculteurs, le gros de Leucate, du port Leucate, vu dans un sens et vu dans l'autre, avec le pont de la Courage au fond. Voilà. Ça c'est côté mer le Barcarès, les épis rocheux qui sont donc en mer pour retenir le sable et qui font couler beaucoup d'encre parce qu'ils sont mal placés. Ils engraissent certaines parties des plages et au contraire d'autres parties des plages voient leur sable repartir. Donc actuellement, on se pose des questions, savoir s'il ne faudrait pas les mettre plutôt parallèles à la côte que perpendiculaires, comme ceci. D'autres paysages, bien sûr, les sagnes de Sals, autour de Sals, avec le Canigou au fond. Voilà. Et le fameux canal de Saint-Hippolyte. Alors, est-ce que vous savez que ces canals, on l'appelle aussi le canal Riquier? Le canal Riquier. C'est Vauban qui a décidé de faire ce canal. Alors, le projet, c'était en fait de relier Port-la-Nouvelle à Saint-Hippolyte. Alors, en passant par
la mer, puis ensuite en entrant donc dans Sas-le-Cap, et on arrivait pratiquement à côté de Perpignan. Alors le but c'était d'apporter plein de choses. Vous savez, à cette époque-là, on était en guerre souvent contre les Espagnols. Et donc il fallait amener dans l'océan les troupes, l'armement, le matériau, l'alimentation pour les troupes. Et donc, comme Riquet est mort en 1680, c'est son ingénieur principal, Antoine Niquet, qui a construit le canal. Alors, le canal a commencé à être construit et il va jusqu'au fond del port, donc c'est là où il y a l'association Bonanza qui est installée. Alors, le projet, c'était d'aller de traverser Bages, depuis Narbonne, Bages, puis ensuite Sals, arriver à Perpignan, et puis de faire une branche qui allait vers Canet, parce que Canet était un port en eau profonde. Et puis une autre branche, on voyait très grand à l'époque, qui irait jusqu'à Ille-sur-Tête. Et bien en fait, il s'est passé plein de choses. D'abord, il y a eu le traité des Pyrénées, puis en 1700, il y a eu un mariage. Et donc Philippe V accède au trône d'Espagne, et donc il n'y a plus de nécessité de faire la guerre avec les Espagnols. Donc on laisse le canal tel qu'il est, ça a moins d'intérêt, donc on achève de creuser ce foutu canal. Et donc le canal, il est toujours là, et vers 1880, donc vous voyez, il a fallu presque 2 siècles après, l'État rétrocède ce canal à la commune de Saint-Hippolyte. Et la commune, donc, met en valeur, petit à petit, les berges du canal. À savoir, donc, qu'il fallait entretenir, c'était ça, mettre en valeur. Alors, ça c'est un autre, donc voilà, pour la petite histoire du canal. Donc ça c'est côté terre, vous avez donc ces vastes zones où il y a des sédiments qui viennent s'accumuler. Encore là, les vastes zones marécageuses où on cultive le roseau. Donc ça c'est juste à côté de l'arrivée du canal à Saint-Hippolyte. Et vous avez des zones comme ceci, là, qui sont en voie de comblement, vous voyez, donc les sédiments sont arrivés, les plantes vont commencer à progresser, et puis tout ça va être colmaté. Donc on appelle ça des zones gluantes, effectivement, c'est pas très agréable de marcher dedans. En voilà d'autres. Donc là, vous avez des plantes halophiles, des plantes qui peuvent pousser donc, sur des terrains relativement salés. Et la plus connue, c'est la salicorne. Alors, revenons à notre lagune. Et maintenant, une fois qu'on a fait le tour, on va aller sous l'eau. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, le domaine lagunaire est sélectif. Je vous ai dit au début que c'était très instable en température, en salinité. Donc, il va falloir des espèces qui résistent à ces variations importantes à la fois de température et de salinité. Alors, la flore, elle va être composée d'algues et d'herbiers, et bien sûr de phytoplancton. Voilà, quelques exemples de phytoplancton. Donc c'est ce qui est dans l'eau, en fait. Les herbiers, maintenant, alors vous avez beaucoup d'herbiers. Les herbiers, vous connaissez la posidonie, c'est en mer. Dans les lagunes, ce n'est pas de la posidonie, ce sont des austères. La grande austère, ici, Austera marina, et ces austères donc, couvrent quand même une grande partie de la lagune, bien souvent mélangée à des algues quand même. Et voilà la grande austère encore, la marina. Et là, vous voyez, il y a quelques kétomorphes qui sont mélangés. Et les petites austères, donc ce sont les nolii qui couvrent avec les herbiers de marina, donc pratiquement tout le pourtour de la lagune. Les marinas, on les trouve quand même plus proches des gros. Elles sont plus tolérantes à la salinité que les nolii.
Alors il y a une zone où il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est le bassin de Sals, qui a subi, dans les années 80, une grave crise de malaise, enfin entre guillemets malaise, et donc les herbiers ont disparu, et maintenant donc, c'est colonisé par les petites algues. Mais il n'y a plus d'herbiers. Alors ces herbiers, ce sont des plantes qui vont perdre leurs feuilles à l'automne et au cours des tempêtes aussi, qu'elles soient estivales ou automnales ou hivernales. Et donc toutes les feuilles arrachées vont venir s'accumuler. Ici vous avez donc des feuilles qui sont récentes, elles sont vertes encore, et les autres ici ont commencé à se dessécher. Et cela forme ce qu'on appelle des banquettes. Et donc toute la partie qui est face au vent, eh bien, vous pouvez trouver donc ce genre de banquettes, là, de zoster. Alors les herbiers donc, ont beaucoup évolué. Hein. Vous voyez ici, donc, en 1975, il y avait des herbiers un peu partout. La crise dystrophique est arrivée et donc les herbiers ont disparu de cette partie de la lagune. Voilà, ici on le voit bien. Les herbiers sont ici, hein, que ce soit de la marina et la petite. Alors les algues, il y a énormément d'algues différentes, les unes des autres. Donc vous avez des algues qu'on peut trouver en Méditerranée, en mer, hein, comme la badina, comme les kétomorphes, les cystosères, bon, ça c'est une autre espèce, les ulves, on en trouve aussi en mer. Voilà, on trouve des acétabulaires, ces jolies petites algues en forme de petites fleurs. Un chapeau de parapluie, je ne sais pas comment, un chapeau. On a les ulves, donc les ulves c'est la laitue, hein, la laitue de mer, et les kétomorphes. Les kétomorphes ce sont des algues filamenteuses, un peu rêches quand on les touche. Voilà les ulves en surface. Il y a aussi des sargasses, avec leur petite vésicule remplie d'air, donc qui arrivent à flotter comme ceci, qui sont très grandes, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long. On en trouve plein dans la lagune de Sals. Écodium, ça, l'écodium, vous en trouvez en mer aussi. Les badinas. Et les vallonias. Alors les vallonias, c'est une algue envahissante qui a débarqué un jour dans la lagune et qui s'est installée dans toute la partie nord. Alors pourquoi dans cette partie? Elle a créé quand même beaucoup de dégâts parce que c'était tellement nombreux, les petites poules étaient tellement nombreuses qu'elles remplissaient les filets des pêcheurs et les pêcheurs n'arrivaient plus à remonter leurs filets tellement c'était lourd. Et donc ils nous ont demandé mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je ne suis pas algologue donc je n'ai pas trop suivi l'affaire. Enfin, elles sont parties comme elles sont venues, en fait. Maintenant, on en trouve quelques-unes encore dans certaines zones, mais ce n'est plus le tapis de Vallonia comme on pouvait trouver dans les années 2000. Alors, vous voyez que quand même, dans ces eaux qui ne sont pas très, très agréables, on trouve quand même beaucoup de choses, une flore qui est quand même assez abondante. Alors maintenant, les animaux, la faune. Alors bien sûr, il y a du zooplancton dans l'eau, il y a du phytoplancton, il y a du zooplancton, il y a des méduses, il y a beaucoup de méduses, par moment. Il y a beaucoup de coquilles, de mollusques bivalves. Ici, vous voyez un tapis de débris coquillés. Là, vous en avez, il y a des moules, des palourdes, des coques, bref. Il y a vraiment tout un panel de mollusques bivalves. Il y a beaucoup de crustacés, petits crustacés, isopodes, donc c'est ceux qui sont plats, amphipodes qui sont plats dans l'autre sens, des crabes, bien sûr, quelques crevettes, si on cherche bien, il y en a beaucoup.
Alors, en fait, comme là, il y a beaucoup de phytoplancton, beaucoup de zooplancton, il y a beaucoup de petits crustacés, on a une chaîne alimentaire qui est assez importante et riche. Et donc, ces lagunes vont être de véritables nourrisseries, nurseries, comme on dit, parce que l'alimentation est importante. Il y a des abris, il y a des refuges, il y a des zones de repos dans les herbiers, dans les roselières, et donc on a une fonction biologique qui est vraiment très importante dans ces lagunes. Cet écosystème donc est relativement riche. Alors on va trouver les poissons. Les poissons. Alors les poissons, il va y avoir des poissons typiquement marins et des poissons d'eau douce. Alors bien sûr, les poissons d'eau douce, on les trouve ici, on va les trouver tout près du continent. Ils ne vont pas s'aventurer dans les zones salées. Les poissons marins, eux, vont coloniser pratiquement toute la lagune. Et puis, au milieu, il y a quelques poissons sédentaires. Alors, les poissons marins, en général, sont des poissons qui rentrent à l'état larvaire, qui grossissent pendant 1 an, 2 ans, et qui retournent en mer pour se reproduire. Ce sont des migrants. Quelques poissons sédentaires marins restent dans la lagune, comme vous allez le voir ici. Donc ce sont des petits poissons en général, les gobies, et puis les atérines, la friture du Golfe, les geôles. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que donc, tous ces poissons marins, d'origine marine, sont des migrants, ils ne font que passer. C'est la nurserie. Alors les carpes, vous les trouvez près des cours d'eau. En particulier quand le Réard coulait très fort, on en trouvait vraiment de très très belles. Et voilà les fameux geôles qui sont donc les poissons sédentaires de la lagune. Qui est sédentaire, ça veut dire qu'ils vont effectuer tout leur cycle biologique dans la lagune. Donc elles vont pondre, les alevins vont grossir, et voilà. Et ça fait partie des poissons qui vont, eux, pas vivre tout le temps dans la lagune, qui vont venir se nourrir, s'engraisser, et puis ensuite repartir pour se reproduire. Donc il y a les sols, il y a les dorades, les bébés dorades, les saucannelles, les loups, les barres, les mulets. Il y a 4 ou 5 espèces de muges différentes. Donc ce sont les poissons qui sont en haut. Et bien sûr les anguilles. Je ne vous raconterai pas l'histoire de l'anguille. Alors vous avez vu, donc il y a beaucoup de phytoplancton, de zooplancton, il y a pas mal d'invertébrés, il y a des poissons, à la fois d'origine d'eau douce et de marins, et puis il y a aussi beaucoup d'oiseaux dans les lagunes. Environ 280 espèces donc, ont été recensées. Beaucoup de migrateurs, il y en a qui viennent là pour se reproduire, et puis d'autres qui viennent simplement pour passer l'hiver dans de bonnes conditions. Alors voilà, les caractéristiques, c'est bien sûr les flamands. Et puis vous voyez ces petits là, les tadornes, les échasses, les décapsos, et puis les aigrettes, etc., les hérons. Et j'en passe. Et bien sûr, les goélands. Alors les lagunes, c'est vraiment une source de biodiversité, que ce soit la flore, autour, dedans, et puis tout ce qui peut vivre à la fois dessus, dedans, à côté, comme les grenouilles ici. Vous voyez que c'est quand même très très riche en biodiversité. Alors les lagunes, il n'y a pas que le côté touristique, il y a aussi des activités économiques. On peut pêcher, on peut faire de l'élevage, donc l'ostréiculture, la chasse, le tourisme bien sûr, les randonnées, il y a l'agriculture et puis il y a même l'élevage de taureaux et le sel. Alors, élevage de taureaux et sel, ça se fait autour de Bages-Sigean. Quand vous passez avec le train, vous voyez les taureaux et puis quand vous arrivez sur Narbonne, vous passez dans des rizicultures.
La saliculture, il y en a un petit peu à Sijan, mais très peu, c'est surtout à La Palme. La pêche, c'est un petit peu partout, dans toutes les lagunes. La conchyliculture, c'est uniquement Thau et le Gat. La chasse, je ne sais pas, mais je pense qu'on en fait un petit peu partout, et les randonnées aussi. Alors maintenant, voyons ça en détail. Donc vous avez à Sas-le-Gat, eh bien, deux grandes zones, la zone des ostréicuteurs, et puis tout le reste, c'est pour la pêche. Mais bien sûr, il y a des conflits, puisque vous pouvez faire des activités touristiques, de la planche à voile, de la voile, etc. Donc ceci n'est pas toujours très facile à gérer. Deuxième chose, c'est quand là, ici, au mois de décembre, on trouve des algues toxiques, on arrête la production et la vente des huîtres. Donc ça, c'est dans l'Aude. L'Aude ferme son bassin, comme on dit, mais les PO le laissent ouvert. Donc vous voyez, des fois il faudrait s'entendre, parce que qui dit que la palourde vient de là ou de là? Nul ne le sait. La pêche. Alors la pêche, il y a là aussi deux prud'homies, une prud'homie à Leucate et une autre à Saint-Laurent-la-Salanque. La prud'homie donc gère la pêche, les petits métiers. Avec une capetchade. La pêche se fait essentiellement avec cet outil. Donc vous avez un filet droit qui amène le poisson dans ce qu'on appelle le tour. Les poissons essaient de s'enfuir, rentrent dans les nasses et ne peuvent pas ressortir, puisque ces nasses sont équipées de systèmes anti-retour. Donc les pêcheurs installent, voilà, vous en avez ici vu d'avion, donc vous avez le tour, le filet fixe, le droit, et ici le tour. On va les voir de plus près. Donc le voilà vu de plus près, du piquet. Donc vous avez le filet droit ici, puis les piquets là au fond, donc ça correspond aux nasses. Voilà, les nasses terminales. Les voilà qui sèchent, après la pêche. Qu'est-ce qu'on pêche? On pêche principalement l'anguille. Et puis, bien sûr, des muches, des bars, des dorades, des sols, du crabe vert, mais c'est surtout donc la pêche à l'anguille qui intéresse les pêcheurs dans les lagunes. Alors, cette pêche est très réglementée depuis quelques années, puisqu'il y a un plan de sauvegarde de l'anguille qui est une espèce en voie de disparition. Et il se peut que cette année, la pêche soit carrément totalement fermée, interdite. L'Europe a décidé ça en début d'année, au mois de janvier. Ah, le crabe bleu. Le crabe bleu. Il y en a un petit peu à Sas-le-Gat, mais c'est surtout à Canet que le crabe bleu fait des ravages. Le crabe bleu est arrivé un jour et a commencé à envahir la lagune et surtout à découper les filets des pêcheurs, qui sont très contents. Beaucoup de crabes bleus. Alors si vous en voyez un jour, vous téléphonez vous le dites, vous téléphonez au parc marin pour dire j'ai vu un crabe bleu, si des fois c'est dans une autre lagune que Canet ou Sas-le-Gat. Alors il est bleu, il a des pinces bleues, et très coupantes là, tout ça c'est très très coupant. C'est vrai que c'est joli, c'est un joli crabe. Alors, le parc marin s'intéresse beaucoup à ce crabe bleu parce que dans d'autres pays de la Méditerranée, on le commercialise. Donc, les pêcheurs sont allés voir en Tunisie comment faire, etc. Donc maintenant, peut-être que bientôt, on trouvera sur les étals du crabe bleu. En conserve, je ne sais pas comment, mais bon, peut-être frais. Alors, il y a aussi la pêche de loisir. Ah, la pêche de loisir, qui est interdite. Du moins sur les barrages. Les barrages, donc les barrages qui se situent à Barcarès et à Leucate. Voilà les barrages. Les barrages sont installés d'octobre à décembre en gros. Alors c'était pour purifier l'eau, pour retenir les algues, pour retenir le poisson en fait. Et donc le poisson c'est l'époque à laquelle il part en mer pour se reproduire. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas là avec les pêcheurs. On n'a pas compris ça. Bref, ça fait depuis 1976, 77.
Ouais, que c'est installé. Et peut-être la fin de ces barrages est proche, peut-être à la fin de l'année, ils seront enfin détruits. Mais peut-être. Bref, cela attire bien sûr tous les pêcheurs, hein, parce que y a plein de poissons coincés là derrière. Là c'est vers la mer, et ils sont tous seuls, les poissons, ils attendent, ils aimeraient passer, ils ne peuvent pas. Donc il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent. Et à Sète, je ne sais pas si vous connaissez Sète à cette époque-là, à l'époque des dorades, les quais c'est ouf, c'est que des cannes à pêche. Voilà, donc ils sont fermés d'octobre à voilà, et puis ma foi c'est peut-être la fin là en 2023. Voilà celui donc qui est sous le pont de la Corrège, hein, donc qui gêne donc, le passage vers Port-le-Cat. Alors la pêche artisanale entre mer et étang, donc là aussi vous avez donc, dans les carnets du parc de la Narbonnaise, vous avez un très beau petit livre qui raconte toute l'histoire de la pêche artisanale, les poissons qui sont pêchés, les techniques de pêche. Alors, l'ostréiculture. L'ostréiculture, elle a débuté dans les années 60, en gros, hein, dans la lagune de Leucate. Donc, vous avez ici les tables ostréicoles, les concessions. Les voilà de plus près. Alors pourquoi on dit des tables? Parce que vous avez des piquets, d'autres piquets qui retiennent ici des fils, et donc ça fait effectivement comme des grandes tables qui sont posées sur la lagune. Alors la table, voilà, en quoi ça consiste? Vous avez donc les piquets transversaux qui retiennent les fils sur lesquels sont collés les huîtres par trois. Donc le naissin arrive, hop, c'est collé, et c'est mis dans l'eau. Et là, c'est intéressant parce que le cycle de production est très court, 18 mois. En Atlantique, c'est beaucoup plus. C'est plus long, 3 ans en gros. Pourquoi? Parce que là, elles sont dans l'eau non-stop. Tandis que sur l'Atlantique, il y a des marées. Donc un coup, elles sont dans l'eau, elles ne sont pas dans l'eau. Et donc là, elles grossissent très vite. Alors de temps en temps, bien sûr, comme elles grossissent vite et qu'il y a beaucoup d'invertébrés dans la lagune, il y a beaucoup d'invertébrés qui se collent sur ces huîtres, vous voyez, comme ici par exemple, et donc il faut les sortir, les nettoyer. Donc vous voyez, celles-ci ont été nettoyées, celles-ci vont être sorties puis nettoyées. Donc voilà les fils d'huîtres dans la lagune. Alors l'eau est très verte parce qu'elle est très riche en plancton. Alors l'huître de Leucate, ceux qui ont assisté à la dégustation ont pu les comparer avec d'autres huîtres. Je vais organiser une conférence dégustation d'huîtres il y a peu de temps. Et donc voilà, on avait mangé aussi des huîtres de Leucate. Et donc c'est Patrick Goudet ici, présent dans la salle, qui nous avait fait la conférence, qui nous avait expliqué les différents terroirs. Parce qu'à chaque huître, Atlantique, Normandie, Vendée, etc., Oléron, le terroir fait que l'huître aura un goût différent. Parce qu'à l'origine, c'est la même huître, c'est le même bébé au départ. C'est le naissin, il est valable pour toutes les huîtres, qu'elles soient élevées à Leucate ou ailleurs. Mais la façon dont elle est cultivée, élevée, va faire qu'elle va avoir un goût bien à part. Alors, justement, à Leucate, il y a une écloserie d'huîtres et de palourdes, la Sainte-Mare. Alors, on rappelle plus, ça veut dire Sainte-Mare, Société Atlantique de Maréchage. Non. Mariculture, oui. Voilà, donc elle a des bâtiments, là. Donc là, vous avez des naissances de petites huîtres. Et juste à côté, vous avez une écloserie de crevettes. Alors l'écloserie de crevettes, ça c'est les grosses crevettes. Les bébés crevettes sont là-dedans. Les œufs, les bébés sont là-dedans. Elle existe toujours? Absolument. Ah, bon.
Alors c'est la grosse crevette, hein, c'est la Pénis japonicus, à gambas. Alors qu'est-ce qu'on fait aussi à Leucate? Eh bien, on exploite les roseaux, ben, pourquoi pas? On fait des paillassons. Alors c'est bon, une petite production hein, par rapport à ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône. Mais quand même, pour couvrir vos toits de chaume, là, non, personne ne veut faire un toit de chaume ici. Avec le vent, je ne sais pas ce que ça donne. Et puis bien sûr, il y a la pisciculture à Fontestramar, donc du loup. Et à côté, Fondam, ils font aussi du loup, de la dorade. Au départ, je crois que c'était de la truite qu'ils faisaient. Et puis il y a des activités ludiques, hein, le kitesurf, enfin bref, tous ces mots que je ne connais pas trop, là, à la mode. Et donc tout ça, ça se passe un petit peu partout. Alors je ne vous dis pas, hein, des fois, il y a des conflits. Mais enfin. Alors, le tourisme. Alors voilà le Barcarès, il y a longtemps, avant l'aménagement du littoral. Et voilà le Barcarès maintenant. Voilà le Barcarès. Ça c'est l'hiver. Tout est fermé, sauf un ou deux appartements. Vous allez voir là par exemple, tout est fermé. Et des fois, moi, je devais passer par cette route pour me rendre à Port-la-Nouvelle le soir, pour aller pêcher l'anguille. Et je me disais, mon Dieu, faites que je ne tombe pas en panne. Il n'y avait personne. C'était vraiment le désert. Voilà, donc on a fait le tour de Sas-le-Cat. Maintenant, on va faire le tour de la Palme. La Palme. Ah, la Palme. C'est une petite lagune, hein, 400 hectares, 500 hectares avec 400 hectares de salins là. Ici. Et puis on a quand même un bassin versant assez important. Alors voilà le gros ici. Alors c'est un gros qui n'a pas été aménagé. C'est un gros intermittent. Quand il y a du vent, il s'ouvre. Quand il n'y a pas de vent, il se referme avec les vagues. Et puis vous avez donc la lagune. Et ici toute cette zone-là qui est consacrée au salin. Alors on en fait un petit peu de sel sur 400 hectares. On arrive à 10 000 tonnes. Les salins ont été fermés pendant de très nombreuses années. Et puis c'est reparti. Là, la récolte a recommencé une dizaine d'années en gros. Et donc c'est très intéressant parce qu'il faut des sols plats, donc c'est le cas. Très ensoleillé, avec du vent. Et donc, on récolte le sel à partir du mois de septembre-octobre. On a le sel. Et voilà les blocs de sel, là, le long de la voie ferrée, les camels. Canet-Saint-Nazaire. Canet-Saint-Nazaire. Alors, c'est le plus proche de chez nous, à côté de Perpignan. Canet-Saint-Nazaire. Alors, pauvre lagune, 450 hectares, mais vous voyez son bassin versant, 53 fois plus large que le bassin versant. Donc imaginez un peu tous les sédiments qui vont arriver là-dedans. En plus, il y a un gros qui est fermé par des vannes, et puis un pont qui n'arrange rien. Donc en réalité, la profondeur est devenue très très faible, 40 cm. Alors voilà le bassin versant, vous voyez comme il est grand. C'est tout en fait le Rélard. Et donc, cette lagune, elle rétrécit à vue d'œil. Vous voyez, depuis des temps. Ici en pointillé, on était déjà là, et maintenant, voilà, la ligne bleue, c'est maintenant. Vous voyez, comme ça rétrécit. La surface diminue, et ce n'est pas fini. Regardez ici, là, avec des couleurs, ça se voit mieux. La lagune, hop, voilà, elle est réduite à ceci. C'est une lagune en voie de complément. Alors c'est une lagune dans laquelle il y avait énormément de poissons, il y avait énormément de sol, il y avait vraiment une belle pêcherie de sol. Et depuis 1980, 90 ou plus, il n'y a plus de poissons, parce que les vannes empêchent en fait l'eau
de s'écouler, d'une part, et aussi les poissons de remonter dans la lagune. Une fois qu'ils sont partis en mer pour se reproduire, les petites larves ne peuvent plus atteindre la lagune. Donc il y a quelques anguilles qui arrivent encore à se faufiler, quelques crabes bleus, mais sous forme de larves, bien sûr, et puis les autres poissons, non, il y a très peu de poissons. La lagune est en voie de comblement et on lui donne pas cher à vivre, puisque vous allez voir dans le tableau que je vous présentais tout à l'heure qu'on lui donne en gros 30 ans encore à vivre et après il n'y aura plus de lagune. Parce qu'elle sera comblée. Ah, demandez ça. Oui, pourquoi on n'ouvre pas les vannes? Alors au départ, quand elles ont été installées, on devait les monter quand il y avait un petit coup de vent, parce que ça permettait à l'eau d'entrer. Quand le Réard coulait beaucoup, on devait aussi les ouvrir pour que l'eau s'écoule. Alors ça s'est fait pendant quelques mois. Et puis très vite, les gens se sont lassés. Et donc, plus personne n'a ouvert les vannes. Donc elles sont restées fermées. Ce qui fait qu'il y a une accumulation par le Réard et puis une accumulation par la mer. Donc c'est complètement ensablé. Il n'y a plus rien. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est pas comme ça. C'est qu'elles sont vraiment coincées. En fait, il faudrait les démolir. Mais là, je ne vous dis pas, c'est une autre histoire. Il faut des autorisations que... Alors, je vais vous dire, il y a eu au moins, je sais pas, une centaine de plans de sauvetage de la lagune. Moi, j'ai assisté à au moins 40 plans de sauvetage. Donc, jamais ça n'a abouti. C'est resté sur le papier. C'est l'administration. Et puis les pêcheurs sont là aussi parce qu'ils veulent garder le poisson, mais ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a plus de poisson, en fait, puisqu'ils ne peuvent plus rentrer. Ils sont un peu bordés. J'espère qu'il n'y a pas de pêcheurs dans la salle, qu'ils ne veulent pas assassiner. Alors, Sache-le-Cap, Bachijan, pardon, près de Narbonne, c'est une lagune qui a été relativement préservée, qui faisait partie des zones vertes, en fait. Et donc, il y a très peu de cités touristiques. Il y a les villages de Sijan, il y a les villages de Bages, de Périllac, ici le petit étendue d'eau, là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis, il y a une communication avec la mer, c'est le chenal de Port-la-Nouvelle, qui est un port. Sa profondeur est relativement importante, vous voyez, entre 1,30 m et 2 m. Et puis, on a 4000 hectares. Alors, Port-la-Nouvelle, vous connaissez un peu aussi, donc Port-la-Nouvelle, voilà. Donc, un seul chenal de plus d'1 kilomètre de long. Alors maintenant, il y a des aménagements qui sont faits dans cette zone de façon à pouvoir monter, démonter, entretenir les futures éoliennes qui vont venir gâcher le paysage au Barcarès, ici, et puis plus vers le nord, vers Gruissan. On va avoir des éoliennes flottantes. Alors, pour l'instant, ce sont des parcs expérimentaux, mais je pense que vous savez ce que c'est. L'expérimental devient, le provisoire devient définitif. Voilà, alors le port de Port-la-Nouvelle, lui aussi, est dû à Niquet, le fameux ingénieur de Riquet. Et donc, il a aménagé Narbonne, et pour faciliter le passage en fait, de Narbonne jusqu'à la mer, eh bien, il a décidé de construire les berges du chenal. Et donc c'est devenu Port-la-Nouvelle. Et puis ensuite ça a été vraiment construit, reconstruit et réhabilité. Alors pour toujours Sache-le-Cap, là, avec son bassin versant. Alors il y a une rivière importante, c'est la Berre qui coule dans cette zone et qui vient des Corbières, qui est quand même souvent en crue quand il pleut dans les Corbières et qui entraîne là aussi donc, beaucoup de sédiments dans cette zone. C'est là d'ailleurs qu'il y a la réserve africaine. Alors, donc à Bachijan, c'est de la riziculture, mais très peu. C'est 1% par rapport à ce qui se passe en Camargue, c'est quasiment rien. Et puis ça a un impact quand même assez important sur tout l'environnement.
Alors, les lagunes, donc, je vous ai dit, c'était méconnu, mais aussi menacé. Alors, je reviens à une carte. Là, vous voyez, il y a donc, là, et puis plus par ici, des montagnes partout, entre monts et mer et Vermeil. Donc, tout ça, ça va, quand il pleut, en fait, tout va s'écouler vers la plaine, vers les lagunes. Les lagunes sont des réceptacles de tout. Donc, vous allez avoir tous les polluants, plus les alluvions qui vont arriver donc, dans ces lagunes. Donc, vous voyez, les rejets, les polluants, tout ce qui vient des surfaces agricoles, tout ça va venir alimenter la lagune, le cordon, plus les aménagements touristiques qui vont détruire un peu tout ça. Donc vraiment, les lagunes sont en grand danger de destruction, de dégradation. On trouve beaucoup de polluants de toutes sortes, comme vous pouvez voir là, depuis les métaux lourds jusqu'au DDT, en passant donc par les produits phytosanitaires, les perturbateurs endocriniens, enfin tout ce qui vient de la pharmacie, quoi. Plus les micro-organismes pathogènes. Bref, on trouve beaucoup de choses dans ces lagunes, et certaines sont vraiment très polluées, comme Canet. Ou alors ici aussi, au nord de Sijan, là on a eu des graves pollutions à cause du cadmium qui était déversé par une usine de peinture à Narbonne. Et tout arrivé là, ce qui a détruit tout l'herbier en très peu de temps. Alors voilà, le complément, comme je vous le disais, 20 à 30 ans, on donne 20 à 30 ans à Canet-Saint-Nazaire, avant d'être complètement colmaté. Le 4, ça va, on y sera plus, ça fait dans 3000 ans. Vache-Lisan, on lui donne 700 ans. La palme, 200. La palme bénéficie des salins, donc il y a toujours un petit renouvellement de l'eau. Et puis, bon, il y en a d'autres aussi qui sont en grave danger. Le campagnol, là, c'est un peu comme Canet, ça va venir très très vite. Pourquoi ? Parce que vous avez la sédimentation, donc les apports à la fois continentaux et marins qui arrivent, qui sont importants. Et puis, il y a des retenues comme les vannes à Canet. Voilà. Alors vous avez par exemple à Canet le delta du Réard qui avance, chaque fois qu'il y a une crue, puisque l'eau et puis les sédiments ne s'écoulent plus vers la mer. Alors le bord de ces lagunes, non seulement c'est un patrimoine biologique, écologique assez exceptionnel, mais c'est aussi un patrimoine culturel. Voilà, parce que il y a beaucoup d'histoire romaine, grecque, romaine, etc. Et vous avez plusieurs musées que vous pouvez visiter qui vont vous raconter tout ça. Vous avez le musée des Corbières à Sijan, un petit musée archéologique à Périac-de-Mer, vous avez Narbovia en Foralis, l'Auréum à Narbonne, tout ça c'est à Narbonne. Et là vous allez retrouver l'histoire de la lagune de Bages-Sijan. Patrimoine culturel aussi, c'est ces petites maisons dans lesquelles vivaient les ancêtres autrefois, avant la touristification du littoral. Donc ils sont faits en roseaux, en sanils, comme on appelle. Vous avez, on peut dire que ça fait partie de notre patrimoine, c'est le Lydia, voilà. Bon, c'est un casino, c'est un patrimoine culturel un peu spécial. Et puis vous avez des chantiers maritimes qui vont s'intéresser aux barques qui ont vécu sur ces lagunes. En particulier le chantier de Bonanza, là, juste à l'entrée du canal Riquet, du canal de Saint-Hippolyte. Donc ils font de la restauration de barques catalanes et ils protègent donc, tout ce patrimoine maritime. Vous avez ici les barques catalanes à Port-Barcarès avec un quai qui leur est spécialement dédié, le quai du patrimoine, où chaque bateau est bien répertorié. Et puis voilà, les bateaux avec leur belle voile, les barques catalanes. Et donc il y a une association, qui est une fédération d'associations en fait, qui essaie donc de conserver toutes ces traditions de mer et d'étang, à la fois par la pêche, mais aussi par toutes ces pratiques de voile qui ont été longtemps oubliées
et dont seulement les anciens savent manœuvrer ces voiles. Et donc maintenant, il y a des écoles pour les enfants qui se montent, justement pour garder ces traditions de voile latine. Et bien sûr, vous avez la Via Domitia, qui parcourt pratiquement depuis Château-Roussillon, ici Roussino, jusqu'à Narbonne. Bon, on n'en voit pas beaucoup de traces, mais il y en a, on sait qu'elle passait par là, le long des lagunes. Et puis, il y a la base d'hydravion de Saint-Laurent-de-la-Salanque, qui a vu passer Saint-Exupéry. Voilà, c'est l'ATCOR qui l'avait montée, cette base, et elle a servi donc, pour aller l'aéropostale vers l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et donc les hydravions arrivaient là sur la lagune de Saxe. Alors il ne reste que ce ponton. Mais il y a quand même une association qui essaie de maintenir un peu cette histoire de l'aviation entre Toulouse, Montaudan et Saint-Laurent-de-la-Salanque. Ah, bien sûr, on finit sur une bonne note, là, la gastronomie, quand même. Donc elle tourne autour de l'anguille, puisque l'anguille c'est le poisson qui est le plus pêché. Mais vous trouvez aussi les moules, les huîtres, les moules grillées, et puis le gâteau de riz. Et puis vous avez des livres qui sont intéressants. Bon, bien sûr, la découverte, là c'est un peu la même chose. Ça raconte l'histoire entre un jeune homme qui est à Toulouse, Montaudan, et puis une jeune fille qui est à Saint-Laurent-de-la-Salanque, et puis se rencontrent sur le bord de la lagune. Mais on vit l'épopée de la découverte quand même dans ce roman. Et puis vous avez la famille de Montfred, qui est originaire de la Franquie. Non seulement le peintre, mais aussi l'aventurier, Henri. Et vous avez un très joli livre qui rappelle l'histoire de la vie des gens qui étaient très durs, très difficiles, entre les années 1880 et 1900, après la guerre de 14-18. C'est les Oranges de la mer. Donc c'est l'auteur, Georges Arnaud. Alors c'est pas Georges Arnaud, Le salaire de la peur, c'est pas le même, c'est un autre. Il s'appelle Georges Arnaud aussi. Et donc il raconte, c'est sa famille en fait, la famille Arnaud, qui vivait sur les bords de la lagune, à côté du gros des ostréiculteurs, et donc ils vivaient vraiment très difficilement, puisqu'ils étaient éloignés de tout, et puis ils vivaient en fonction du vent, etc., dans leur maison en sénils. Et c'est vraiment, ça retrace la vie difficile de cette époque. Et puis l'étang de Pauline, alors ça se passe autour de Périac, à côté donc de Bachijan. Et bien sûr, vous avez, si vous voulez en savoir plus sur la touristification et puis la mission Racine, vous avez Mission Impossible, donc écrit par Pierre Racine. Voilà, ça c'est la bibliographie qui m'a permis de réaliser ce travail. Voilà, les étangs, les lagunes de l'Ifremer. Un très joli livre qui rappelle un peu toutes les cartes. Là, c'est Les villes mortes du golfe du Lion de Lantéric. Un très beau livre. Et je vous remercie.